Lorsqu'une personne réalise qu'elle a très peu d'amis, la première interprétation est souvent dure, presque automatique. On croit que isso denuncia uma fala pessoal, como se o vazio ao redor fosse uma espécie de veredicto sobre quem somos. Pourtant, dès que l'on observe ce phénomène avec un peu plus de distance, on découvre quelque chose de bien plus subtil. Le nombre d'amitiés n'est jamais un indicateur fiable de valeur personnelle. Il révèle plutôt la manière dont chacun s'est construit, ce que l'on a traversé, la sensibilité que l'on porte et les limites que l'on a dû apprendre à poser. Certaines personnes ont toujours évolué avec un cercle restreint et s'y sentent parfaitement bien. D'autres ont vécu des périodes d'intense sociabilité avant de préférer des liens plus calmes. Et il y a aussi celles qui se sont retirées sans même s'en rendre compte après des expériences épuisantes. Au fond, ce n'est pas la quantité de visages autour de soi qui raconte quelque chose, c'est la manière dont ce silence social s'est formé. Lorsqu'on écoute quelqu'un dire qu'il n'a presque aucun ami, on perçoit souvent une histoire plus profonde que ce qui est exprimé. Cela peut être le signe d'une personne qui s'est longtemps protégée, peut être à la suite de déceptions répétées ou de relations dans lesquelles elle a dû se réduire pour être acceptée. Il peut aussi s'agir d'une sensibilité élevée, de ce tempérament qui absorbe tout intensément et qui, pour cette raison, ne supporte que des liens authentiques où l'on respire vraiment. Très souvent, ceux qui ont peu d'amis sont pas incapables de se relier. Ils choisissent. Ils privilégient la qualité à la multitude, non par arrogance ou timidité, mais parce qu'ils savent à quel point une présence incohérente peut déséquilibrer. Cette lucidité-là, on ne l'acquiert pas par hasard, elle vient d'expériences qui apprennent à distinguer la compagnie réelle de la simple présence physique. Il existe également une dimension plus silencieuse. Certaines personnes ont grandi avec la croyance qu'elles devaient plaire à tout le monde pour être dignes d'affection. Elles ont appris à sourire même lorsqu'elles étaient épuisées, à rester disponibles même lorsqu'elles avaient besoin de s'éloigner. Vivre longtemps ainsi crée une fatigue particulière, une lassitude qui n'est pas liée au nombre de personnes autour de soi, mais au poids des personnages que l'on porte. Lorsque cette prise de conscience arrive, elle se retire progressivement de relations qui n'avaient jamais été nourrissantes. Et ce retrait de l'extérieur ressemble parfois à de la solitude, alors qu'en réalité, il s'agit de réparation. Le cercle se réduit, mais ceux qui restent sont ceux qui respectent, qui n'exigent rien d'impossible, qui permettent d'être soi sans masque. Avoir peu d'amis peut enfin refléter une maturité grandissante, celle qui pousse à protéger son énergie, à être attentif à ce que l'on offre, à ce que l'on laisse entrer. Les personnes qui arrivent à cette étape de leur vie choisissent leur relation avec soin, non pas pour s'isoler, mais pour préserver ce qu'elles ont mis des années à reconstruire. De l'extérieur, cela semble parfois une forme de retrait social, de l'intérieur, c'est un apaisement. Ce n'est pas une fermeture, c'est une sélection naturelle, presque instinctive, qui laisse filtrer seulement ceux qui savent vraiment cohabiter avec notre paix. Beaucoup de personnes qui gardent un cercle social réduit ont développé au fil du temps une forme de lucidité douce, une capacité à reconnaître ce qui leur fait du bien et ce qui les fragilise. Elles apprennent, parfois après de longues années, que toutes les relations ne se valent pas et que certaines exigent bien plus qu'elles n'offrent. Cette compréhension, lorsqu'elle arrive, modifie profondément la manière de se relier aux autres. On devient plus attentif à la qualité des échanges, à la clarté des intentions, à la capacité de l'autre à respecter nos limites. Et ce filtre, même s'il n'est jamais posé de manière consciente au début, finit par redessiner tout le paysage social. Le cercle s'amenuise, mais la cohérence augmente. Il n'y a plus cette agitation intérieure qui pousse à chercher validation ou compagnie à tout prix. Il y a une forme de calme qui s'installe, parfois même une préférence pour les liens rares mais vrais. Ce qui est souvent mal compris, c'est que cette réduction des amitiés n'est pas toujours liée à une incapacité ou à un manque de sociabilité.
C'est fréquemment le résultat d'une transformation intérieure. Lorsqu'une personne commence à mieux se connaître, elle devient naturellement plus sélective. Elle ne supporte plus les dynamiques où elle doit se justifier en permanence, ni celles où son rôle est de réparer ou de maintenir la paix au détriment de son propre bien-être. Cette fatigue de compromis permanent finit par créer une distance. Pas une distance agressive, mais une distance protectrice, presque instinctive, qui permet de respirer. C'est un mouvement progressif, délicat, mais décisif. Et lorsqu'il s'installe, les liens superficiels se détachent d'eux-mêmes, comme des vêtements que l'on ne reconnaît plus. Il existe aussi une autre facette, très fréquente. Certaines personnes ont appris dès l'enfance à ne pas déranger, à occuper le moins d'espace possible, à s'adapter constamment pour ne pas créer de vagues. Ce type d'histoire génère, à l'âge adulte, une grande sensibilité, une attention permanente à l'humeur des autres, une tendance à se surresponsabiliser dans les relations. Et paradoxalement, cela peut faire d'elles des partenaires profondément fiables, mais aussi des individus très solitaires, car elles se fatiguent vite dans des environnements où l'on exige toujours plus d'elles qu'elles ne peuvent donner. Lorsqu'elles prennent conscience de ce mécanisme, elles commencent à se protéger davantage. Elles s'accordent enfin le droit de ne pas être disponibles pour tout le monde, et ce simple ajustement suffit à réduire considérablement le nombre de personnes présentes autour d'elles. Ce qui reste alors, ce sont des liens plus calmes, plus stables, parfois très peu nombreux, mais infiniment plus authentiques. Et pour beaucoup, cette rareté n'est pas une perte, c'est une forme de liberté émotionnelle. On ne se sent plus obligé de gérer les attentes de plusieurs groupes, de se disperser, de jouer un rôle dans chaque interaction. On se concentre, on choisit, on respire. Cette transformation sociale, pourtant très silencieuse, en dit long sur la maturité émotionnelle d'une personne. Elle révèle un mouvement intérieur profond, celui de revenir vers soi, de se reconstruire et de comprendre que la paix ne se mesure pas au nombre de voix autour de la table, mais à la qualité de celle qui reste. Il y a un autre point essentiel que l'on oublie souvent lorsqu'on parle du fait d'avoir très peu d'amis, la relation que chacun entretient avec son propre passé. Beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui avec un cercle réduit ont traversé des périodes où elles ont dû se réajuster, parfois brutalement. Des ruptures, des trahisons, des changements de rythme de vie ou même de simples prises de conscience ont agi comme des filtres naturels. Lorsque l'on comprend qu'une relation ne nous nourrit plus, qu'elle nous épuise ou qu'elle nous enferme dans une version de nous-mêmes que l'on ne reconnaît plus, un éloignement s'installe. C'est pas un rejet de l'autre, mais un mouvement intérieur qui pousse à protéger ce qui reste de force émotionnelle. Et cette protection réoriente la manière d'être en lien. Soudain, on cesse de multiplier les présences et on commence à privilégier l'essentiel. C'est à ce moment-là que se produit un phénomène particulier. On devient plus sensible aux signaux internes, à ces impressions fines qui nous disent si un lien est sincère ou simplement opportun. Cette intuition, que beaucoup négligent, agit comme un repère fiable. Elle nous montre qui parle avec nous ou qui parle à travers nous pour servir ses propres besoins. Ceux qui ont peu d'amis apprennent à écouter cette voix intérieure avec une attention nouvelle. Ils cessent d'ignorer les malaises qui se répètent, les conversations qui les vident, les dynamiques où ils deviennent le soutien principal sans jamais recevoir de réciprocité. Petit à petit, les cercles trop lourds se dissolvent et seuls les liens capables de coexister avec leur sensibilité demeurent. Ce tri n'est pas calculé, il se fait naturellement, presque invisiblement, sans annonce ni rupture dramatique. Dans cette étape de vie, un autre phénomène apparaît, la solitude cesse d'être un fardeau, elle devient une forme d'espace mental où la personne peut enfin respirer sans pression. Cela ne signifie pas qu'elle rejette le monde, mais plutôt qu'elle découvre que la présence de l'autre ne doit pas être un moyen de fuir sa propre compagnie.
beaucoup réalisent alors que leurs anciennes amitiés reposaient sur des habitudes plus que sur une vraie affinité. Ce constat peut surprendre, parfois même attrister, mais il libère, il permet de reconstruire sa vie sociale à partir d'un socle intérieur plus solide, où l'on ne cherche plus à être partout, ni à se conformer aux attentes de chacun. Et lorsque quelqu'un atteint cette clarté, il n'a plus besoin de grandes foules pour se sentir vivant. Il commence à apprécier les échanges sincères, les silences partagés, les présences qui n'exigent pas de performance. Cette manière de se relier révèle un degré de maturité émotionnelle difficile à percevoir de l'extérieur, mais évident pour celui qui le traverse, puisqu'il n'a plus besoin d'être confirmé ni validé. Il choisit naturellement des liens rares mais fiables. Et dans un monde où l'on confond souvent visibilité avec connexion, ce choix est presque un acte de résistance intérieure. Il montre quelqu'un qui ne cherche plus à se prouver mais à se préserver. Et cette distinction, discrète mais déterminante, change profondément la manière dont il s'inscrit dans les relations. Lorsqu'une personne traverse cette période où son cercle social se resserre, elle découvre souvent que certaines relations qu'elle croyait solides ne tenaient en réalité que sur des automatismes. On reste parfois lié à des personnes simplement parce qu'elles ont fait partie de notre quotidien et non parce qu'elles partagent réellement notre manière d'être. Lorsque la maturité émotionnelle s'approfondit, ces liens se révèlent pour ce qu'ils sont, des habitudes, parfois confortables, mais rarement nourrissantes. Comprendre cela ne signifie pas tourner le dos à son histoire, mais reconnaître que l'évolution personnelle modifie inévitablement la qualité des relations. C'est pas un choix contre les autres, c'est un ajustement en faveur de soi. Et ce mouvement, aussi doux qu'il puisse paraître, provoque une transformation sociale que beaucoup interprètent à tort comme de la froideur ou de l'isolement. Ce qui se joue à ce moment-là est pourtant plus subtil. Une personne qui se recentre apprend à observer ce qui se passe en elle lorsqu'elle est en compagnie de quelqu'un. Elle remarque si elle doit se retenir, se contraindre, s'effacer ou jouer un rôle pour maintenir la dynamique. Elle devient attentive à ce que son corps lui dit, à cette tension discrète qui apparaît quand quelque chose sonne faux. Cette écoute fine du vécu intérieur contribue à réorienter ses choix relationnels. Elle cesse de s'entourer de personnes devant lesquelles elle doit constamment se justifier ou de celles qui transforment chaque échange en lutte d'attention. Elle s'attache davantage à des présences qui respectent son rythme, qui ne jalousent pas ses silences, qui comprennent que la profondeur d'un lien ne dépend pas de la fréquence des rencontres, mais de la qualité des instants partagés. Et cette rééducation intérieure révèle aussi un autre aspect. Beaucoup de personnes qui ont peu d'amis ne tolèrent plus les dynamiques émotionnelles épuisantes. Elles ne supportent plus les conflits répétitifs, les conversations qui tournent autour des mêmes drames, les relations où elles doivent servir de refuge constant sans jamais trouver d'écoute en retour. Cette fatigue psychique s'accumule au fil des années jusqu'à devenir un signal clair, il faut préserver ce qui reste d'énergie émotionnelle. À partir de ce moment-là, chaque interaction s'évalue presque instinctivement. Si le lien apaise, il reste. S'il alourdit, il s'éteint naturellement. Ce processus n'a rien d'hostile, il est profondément protecteur, il témoigne d'un besoin de cohérence, d'un refus de s'exposer indéfiniment à ce qui divise intérieurement. Le résultat de ce tri silencieux n'est pas un désert social, mais un territoire plus vrai. Il peut sembler vide aux yeux de ceux qui mesurent la valeur d'une vie au nombre de contacts, mais il devient pour la personne un espace habitable, respirable. Elle cesse de chercher refuge dans l'agitation des multiples relations et apprend à trouver de la stabilité dans quelques liens soigneusement choisis. Ces relations, souvent rares, se distinguent par leur justesse. Elles permettent d'être soi sans devoir jouer, elles accueillent les moments de vulnérabilité sans convertir cela en faiblesse, elles laissent de la place au silence.
Cette manière de se relier discrète et apaisée en dit beaucoup sur quelqu'un. Elle montre qu'il a cessé de confondre être entouré avec être compris et qu'il a enfin trouvé une forme de présence intérieure qui oriente ses choix sociaux vers la sérénité plutôt que vers la dispersion. À partir du moment où une personne commence à vivre avec un cercle social très réduit, elle découvre souvent une vérité qui n'apparaît que lorsqu'on prend suffisamment de recul. L'essentiel de nos tensions relationnelles vient de ce que nous n'avons jamais osé exprimer. Beaucoup ont passé une grande partie de leur vie à minimiser leurs besoins, à accepter des situations inconfortables, à tolérer des paroles ou des comportements qui les blessaient sans jamais le dire. Cette retenue permanente finit par créer une distance émotionnelle, non parce que on se désintéresse des autres, mais parce que l'on cesse de s'exposer à des environnements où l'on ne peut pas être entendu sans se justifier. Lorsque cette prise de conscience s'installe, la personne ne cherche plus à convaincre, à expliquer ou à réparer constamment. Elle adopte une position plus calme, plus simple, rester seulement là où elle peut exister sans s'effacer. Cette transformation change radicalement la manière dont on lit ses propres relations. On commence à remarquer des nuances que l'on ignorait auparavant, ce soulagement subtil lorsqu'on annule une rencontre qui ne nous parlait plus. Cette paix immédiate, en présence de quelqu'un avec qui le silence n'est pas gênant, cette légère tension ressentie avec des personnes qui attendent toujours une performance sociale. Ces sensations, que l'on percevait confusément, deviennent des repères fiables. Elles montrent où l'on peut respirer et où l'on doit se contracter. Celles et ceux qui disent avoir très peu d'amis ont souvent appris à suivre ces repères avec une précision instinctive et ce suivi intérieur finit par transformer radicalement leur paysage relationnel. C'est pas une décision brutale, c'est une succession de micro-gestes, de non-retour, de permissions silencieuses de s'éloigner de ce qui n'est plus juste. Dans ce processus, un élément revient souvent, la fatigue d'avoir dû porter des relations qui ne tenaient que grâce à un investissement unilatéral. Beaucoup découvrent que sans leurs efforts, ces liens se seraient dissous depuis longtemps. Cette révélation n'est jamais agréable, mais elle libère d'un poids immense. On comprend alors que certaines amitiés n'étaient pas des liens réels, mais des attaches construites sur la peur du vide, la nostalgie ou l'habitude. Et c'est précisément lorsque ces attaches se détachent que l'on découvre un autre type de relation, bien plus rare, celle où l'on est choisi et non utilisé, accueilli et non toléré. Ces liens-là ne sont pas nombreux parce qu'ils demandent une maturité mutuelle, une capacité à respecter l'espace de l'autre sans l'envahir, une honnêteté qui ne dépend pas du besoin de reconnaissance. Ce mouvement vers des relations plus sobres en quantité mais plus justes en qualité révèle quelque chose de profond. La personne n'abandonne pas le monde, elle revient vers elle-même. Elle cesse de chercher dans l'extérieur ce qu'elle n'a pas trouvé à l'intérieur. Elle commence à construire une vie relationnelle qui ressemblerait presque à un jardin, quelques présences choisies, un espace entretenu, des frontières claires, et surtout une volonté de préserver ce qui grandit lentement dans ce jardin-là. On ne laisse plus entrer les tempêtes ou les voies qui exigent plus qu'elles n'offrent. Et à mesure que l'on assume cette manière d'être, la sensation d'isolement s'efface, elle laisse place à une impression plus stable, celle de vivre entouré de peu mais jamais de trop. Lorsque quelqu'un atteint ce point où son cercle social s'est resserré presque jusqu'à devenir une poignée de visage, il découvre souvent une autre vérité bien plus intime. La relation la plus déterminante n'est pas celle qu'il entretient avec les autres, mais celle qu'il maintient avec lui-même. Beaucoup réalisent, parfois tard, qu'ils ont passé des années à courir d'un lien à l'autre pour ne pas ressentir un certain vide intérieur ou pour ne pas entendre des inquiétudes trop profondes pour être affrontées.
Lorsque l'agitation s'apaise et que l'on cesse de s'entourer par obligation, il devient soudain évident que la solitude n'est pas l'ennemi que l'on imaginait. Elle agit plutôt comme un miroir silencieux. Ce miroir ne juge pas, il ne réclame rien, il révèle simplement ce que la présence constante des autres empêchait de voir. Dans cette période, on remarque à quel point la présence de certaines personnes amplifiait l'anxiété ou entretenait des peurs que l'on croyait naturelles. À l'inverse, on découvre que l'absence de bruit social laisse enfin place à un sentiment de respiration intérieure. Cela ne signifie pas que l'on cesse d'aimer les autres ou de valoriser les relations, mais que l'on comprend que le bruit émotionnel permanent n'est pas une preuve d'appartenance. Il arrive même que ce calme nouvellement trouvé fasse remonter des choses anciennes, des souvenirs non digérés, des regrets, des blessures mises de côté, faute d'espace pour les accueillir. Le fait d'avoir peu d'amis n'est donc pas seulement une conséquence sociale, c'est parfois ce qui permet enfin d'entendre ce que l'on n'a jamais eu le temps d'écouter. Cette écoute intérieure emmène aussi vers une prise de conscience importante. Beaucoup de nos comportements sociaux sont façonnés par la peur. Peur de déranger, peur d'être oublié, peur de ne pas être à la hauteur, peur du rejet. Lorsque le cercle se réduit, ces peurs se dévoilent avec une clarté nouvelle. Certaines personnes réalisent qu'elles ont maintenu des relations par crainte de se sentir seules. D'autres découvrent qu'elles se pliaient sans cesse aux attentes des autres afin d'éviter un conflit. Lorsque ces mécanismes deviennent visibles, on comprend mieux pourquoi la présence de certains individus fatigue autant. La solitude choisie, dans ce contexte, devient un acte de lucidité. Elle permet de cesser de négocier son identité pour rester intégré dans des dynamiques qui ne respectent pas nos besoins réels. Peu à peu, ce recentrage crée une nouvelle façon de se relier au monde. Les interactions ne se font plus par nécessité, mais par sincérité. Les liens ne se construisent plus autour d'attentes implicites, mais autour d'un sentiment de compatibilité tranquille. La personne commence à reconnaître très vite les environnements qui la crispent, les comportements qui la vident, les conversations qui l'épuisent. Elle devient capable de s'arrêter à temps, de dire non sans ressentir une faute, d'honorer sa fatigue sans s'excuser, et cette évolution transforme inévitablement sa carte relationnelle. Elle ne cherche plus à combler un espace, mais à en préserver un, et dans cette préservation, elle découvre une forme de solidité intérieure qu'aucune foule n'aurait pu lui offrir. Au fil de ce processus, quelque chose d'encore plus subtil apparaît. La manière dont une personne gère ses émotions influence fortement la structure de son cercle social. Lorsqu'on apprend enfin à reconnaître ce qui nous pèse réellement, on cesse de confondre l'agitation avec la présence et le divertissement avec la connexion. On devient attentif aux signes d'épuisement émotionnel qui autrefois passaient inaperçus. Cette lourdeur qui s'installe après certaines interactions, cette impression de devoir se remettre d'un simple échange, cette fatigue mentale qui arrive sans raison apparente, ces sensations prennent désormais du sens. Elles indiquent que certaines relations demandaient bien plus d'efforts que ce que l'on imaginait. Et quand ce constat devient clair, il devient difficile de continuer à entretenir des liens qui ne respectent pas notre rythme intérieur. Dans cette étape, beaucoup découvrent qu'ils ont longtemps utilisé les relations comme une façon d'éviter d'écouter leur propre corps. Ils se surchargeaient d'activités, de rencontres et de sollicitations, persuadés que rester entourés les protégerait d'une forme d'inconfort intérieur. Pourtant, c'est souvent lorsque le silence s'installe que l'on réalise combien cette agitation était une fuite masquée. Avoir peu d'amis signifie aussi que l'on ne peut plus se cacher derrière des interactions constantes. On se retrouve face à ses émotions, à ses limites et à sa réalité émotionnelle brute. Cela peut être déroutant, parfois même inconfortable, mais c'est précisément là que commence une maturation profonde, celle qui transforme la solitude en un espace de clarté plutôt qu'en une source d'angoisse. Une fois que cette clarté intérieure s'installe, les priorités changent naturellement, on cesse de vouloir être présent partout et pour tout le monde.
on s'autorise à protéger son attention comme un bien précieux, à doser ce que l'on offre, à s'entourer uniquement d'environnements qui ne forcent pas à se disperser. Cela ne signifie pas que l'on devient distant ou inaccessible. Cela montre simplement que l'on a compris que l'équilibre émotionnel ne se négocie pas. Les relations qui persistent dans ce nouveau contexte sont celles qui accompagnent, qui respectent et qui ne cherchent pas à s'imposer. Elles se transforment en conversations honnêtes, en moments partagés sans tension, en liens stables qui n'ont pas besoin d'être nourris constamment pour exister. Et c'est souvent à ce moment que survient un paradoxe étonnant. Plus le cercle social se réduit, plus la relation à soi-même s'élargit. On découvre des ressources internes que l'on ne soupçonnait pas, des forces que l'on avait ignorées, des sensibilités que l'on avait minimisées. On apprend à différencier l'isolement subi de la solitude choisie, et cette distinction devient libératrice. La solitude choisie permet de se recentrer, de trier ses pensées, de respirer réellement. Elle ouvre un espace où l'on peut reconstruire sa manière de vivre les relations sans répéter les anciens schémas. Elle montre que l'on peut être bien accompagné sans être entouré et profondément connecté sans être visible. Lorsqu'une personne arrive à cette dernière phase où son rapport aux autres et à elle-même s'est transformé en profondeur, elle comprend quelque chose que beaucoup ne découvrent jamais vraiment. Avoir peu d'amis ne dit pas qu'elle vaut moins, mais qu'elle s'écoute davantage. Cela traduit une connaissance intime de ses limites, une conscience plus fine de ce qui la nourrit et de ce qui la consume. Ce choix, car à ce stade cela devient un choix, montre une maturité émotionnelle rare dans un monde où l'on mesure encore trop souvent la valeur d'une vie à la largeur d'un réseau plutôt qu'à la qualité des liens qui le composent. Vivre entouré n'a jamais été une garantie d'équilibre, alors que préserver quelques relations stables peut offrir une sécurité intérieure que les foules ne procureront jamais. Dans cette nouvelle manière d'occuper le monde, les relations prennent un sens différent. Elles ne servent plus à valider, à combler ou à distraire. Elles deviennent un prolongement naturel de ce que la personne est réellement. Chaque lien qui demeure a traversé un processus de filtrage intérieur, parfois long, parfois douloureux, mais toujours honnête. Les amitiés qui restent ne reposent plus sur le besoin ou la dépendance, mais sur une compatibilité sincère où chacun peut exister sans se contorsionner. Ces liens n'ont pas besoin d'être nombreux pour être importants. Ils s'inscrivent dans une forme de tranquillité qui n'a rien à voir avec l'isolement. C'est une présence mutuelle, respectueuse, durable, construite sur la compréhension plutôt que sur l'exigence. Et à partir de là, quelque chose de nouveau émerge. La personne cesse de chercher dans les autres une réponse à ses propres incertitudes. Elle développe une stabilité intérieure qui ne dépend plus de la fréquence des messages ou de la quantité d'invitations. Cette stabilité permet d'accueillir les relations sans impatience, sans urgence, sans crainte de manquer quelque chose. Elle offre la liberté de laisser partir ce qui n'a plus de sens et d'ouvrir la porte aux rencontres qui s'harmonisent avec ce qu'elle est devenue. Le cercle social reste être petit, mais il devient plus vivant, plus juste, plus ajusté. C'est plus un refuge contre la solitude, mais une extension paisible d'une présence intérieure consolidée avec le temps. Ce chemin révèle finalement ce que le fait d'avoir très peu d'amis dit réellement d'une personne, qu'elle a appris à préserver ce qui compte, à écouter ce qui résonne en elle, et à ne pas confondre le mouvement du monde avec la profondeur des liens. Cela dit qu'elle a cessé de s'épuiser dans des espaces où elle devait se perdre pour être acceptée. Cela dit qu'elle a choisi la clarté plutôt que la dispersion, la sincérité plutôt que le bruit. Et surtout, cela dit qu'elle a compris que son propre regard sur elle-même sera toujours plus déterminant que le nombre de mains autour d'une table. Dans cette forme de vie, quelque chose s'apaise,
On n'a pas tout réglé, on n'a pas tout compris, mais on a trouvé une manière de se tenir debout sans se trahir. Et c'est souvent à partir de ce point-là que les rencontres vraiment importantes commencent à apparaître.